Bonjour, bienvenue dans Plus Clair, les médias sous toutes leurs facettes. Vous verrez tout, vous ne raterez rien. Aujourd'hui, sale temps pour les journalistes, garde à vue, fouille au corps. L'affaire Philippis a indigné le monde médiatique, politique aussi. Alors, les journalistes sont-ils sous pression? Le climat a-t-il changé? On en parle avec le directeur de Libération, Laurent Geoffrin. C'est un habitué des clashs sur le plateau de Laurent Ruquier, mais là, il déclenche le scandale. Pour SOS Racisme, Éric Zemmour a dérapé, c'était sur Arte. Alors, Éric Zemmour, en fait-il trop? Il est notre invité. L'opposition qui demande la démission du président du CSA, ça chauffe à l'Assemblée nationale. Les présentateurs télé se mettent à la chanson, pour le meilleur et pour le pire. La filière belge Maria Del Rio, Julie Taton, des animatrices belges qui excitent le PAF, c'est la tendance de la semaine. La télé américaine revisitée par Jean-Luc Delarue, c'est dans Toute une histoire sur France 2, décryptée par nos critiques TV. Le Noël de France Télévisions, drôle d'ambiance à la conférence de presse. Patrick de Carolis au micro de notre envoyé très spécial, c'est une exclue. Et puis un Fort Boyard version maison hantée, ça s'appelle Estate of Panic, c'est dans Plus Clair. Voilà pour le menu. Alors il se passe quoi dans la France des médias? C'est dans Telenovela, préparé par Raphaël Baillot, Wilfried Garcet et Christian Desplaces. Les dernières nouvelles des médias, c'est dans Telenovela. La tendance de la semaine, ce sont les animateurs qui chantent, autrement dit les animachanteurs. Mardi soir, Valérie Damido chantait au théâtre Mogador avec la troupe du Roi Lion pour soutenir 2 associations caritatives. Affublée d'un authentique boubou zoulou, elle n'était ni Simba ni Timon, mais juste une choriste de luxe. Alors, pas trop le trac, Valérie? Moi, j'ai vécu une trouille, c'était tomber et leur planter le numéro. Parce que si tu te casses la gueule, du coup, tu plantes les autres. Donc, c'était plus par rapport à eux que par rapport à moi. Deuxième animachanteur de la semaine, Bertrand Renard, le monsieur chiffre de l'émission des chiffres et des lettres. Alors, on va enlever 5 plus 2, 7, voilà. Certainement fatigué de faire les comptes tous les jours, depuis 33 ans à la télé, il a décidé de se faire plaisir en chantant de l'opérette. Enfin, Nikos Aliagas a lui aussi poussé la chansonnette cette semaine et au Duc des Lombards, s'il vous plaît, le prestigieux club de jazz parisien, invité par la prof de chant Anne Ducrot. L'animateur avait choisi l'option crooner ténébreux. Reste à savoir si vendredi prochain, Nikos fera de nouveau rimer Aliagas avec Iglesias. Jean-Baptiste Mondino, qui tire le portrait des héros de séries télé, c'est la séance photo de la semaine. Ce matin, on pouvait découvrir ces clichés dans Next, le supplément hebdo de Libération. L'idée, réunir une brochette de comédiens issus des séries télé les plus en vue et les immortaliser façon gang. Derrière l'objectif, un Jean-Baptiste Mondino particulièrement inspiré par son sujet. La série télé aujourd'hui est en train de prendre le pas sur le cinéma qui lui nous raconte que des histoires du passé. Je les ai photographiées d'une manière un peu noble, j'allais dire. Difficile de réunir tous ces acteurs au même moment. Du coup, Mondino a sa technique. Par groupe de 2 ou 3, les modèles se succèdent devant l'objectif. Une seule consigne, respecter l'emplacement défini par le maître. Est-ce que je peux vous inverser entre le 5 et le 3? C'est trop. C'est fou, c'est des millimètres. Voilà, ça c'est parfait. Bougez pas. Mondino réalise ensuite un montage sur ordinateur pour obtenir le résultat souhaité. Une image grave aux allures de film noir. L'idée, c'est de se dire que la télé, aujourd'hui, elle a la valeur du cinéma. Elle a la narration du cinéma, elle a la force du cinéma, elle a les comédiens du cinéma. Donc la photo, c'est comme une affiche de cinéma ou c'est plutôt comme un film de cinéma, c'est-à-dire panoramique, quoi. Hélène Filière de Mafiosa sur Canal+, et Zoé Félix, la Clara Scheller de France 2, toutes les 2 chefs de gang, faut reconnaître, ça a de la gueule. On continue avec Ulysse Gosset, un des reporters les plus célèbres du PAF est en colère. Son contrat à France 24, chaîne d'info internationale où il animait l'émission d'interview Le Talk de Paris, n'a pas été renouvelé après 3 ans de bons et loyaux services. Je suis consterné par ce qui arrive et stupéfait de la brutalité avec laquelle on m'a traité. À la rédaction de France 24, on murmure qu'Ulysse Gosset aurait été évincé pour des raisons politiques. Et on cite un portrait de Bernard Kouchner qui aurait fortement déplu cet été au ministre des Affaires étrangères, par ailleurs ministre de tutelle de la chaîne France 24. Est-ce que la politique, la réelle politique, a pris le pas sur la politique des droits de l'homme?
Est-ce que vous pensez que la politique extérieure d'un pays n'est guidée que par les droits de l'homme? Si vous pensez ça, vous n'êtes pas un bon journaliste. Il a été piqué au vif, mais après tout c'est le jeu, c'est le dialogue, et c'était une marque d'indépendance éditoriale de la chaîne. Donc je ne crois pas que ce soit le Quai d'Orsay qui soit à l'origine de tout ça, je pense que c'est plutôt, en fait, réellement un excès de zèle des petits marquis de France 24, qui ont voulu faire plaisir à je ne sais qui d'ailleurs, alors que le pouvoir ne leur demandait absolument rien. Ulysse Gosset vise clairement l'indépendance de la direction de France 24. Alain de Pouzillac, président du directoire de la chaîne, a accepté de répondre à cette mise en cause. L'émission d'Ulysse est la plus chère de tout France 24 et celle qui a le moins d'audience. Et donc, le contrat arrive à échéance de manière normale, tout le monde le sait, et donc son contrat est non reconduit, ce qu'il sait pertinemment depuis 3 ans. Ulysse Gosset, détaché de France 3 depuis 3 ans, devrait réintégrer la chaîne. À suivre. Guilleret Stéphane Guillon, en pleine promo pour son DVD Portrait au vitriol, le trublion de Salut les Terriens sur Canal+, fait le buzz dans la presse. Car sa chronique de France Inter, L'humeur de Stéphane Guillon, bat des records. 1 700 000 auditeurs, entre 10 000 et 40 000 visionnages sur le site web de la station. Alors à quoi ressemblent les petits matins de Stéphane Guillon? Arrivé 7h30. Ça va? Généralement, je dis jamais bonjour, mais là, c'est parce que vous êtes là. Ultime révision du texte, écrit la veille. Je peux rester 7-8 heures sur un papier. Et c'est parti pour 3 minutes de pique. Il est 7h53, bonjour Stéphane Guillon. Bonjour Nicolas Demorand. Et cette fois, c'est Fabrice Drouel, le présentateur du 8h d'Inter, qui se fait gentiment étriller. Mesdames, saisissez-vous de la télécommande de votre Wi-Fi. Celle qui vibre. Faites-vous plaisir. Place maintenant au quart d'heure magique. Fabrice Drouel. Stéphane Guillon. Bien passé, non? En fait, c'est l'excès de matière. Tiens, au fait, si Guillon avait la grosse tête, il y a plein de gens qui ne l'aiment pas. Et ça, c'est les mails, ça. Non, et décidément, il y a un relent de misogynie, de racisme dans les groupes de Stéphane Guillon. Voilà. Stéphane Couillon, d'ailleurs. Et en même temps, ça n'a pas l'air de le traumatiser. Et on termine ce télénovela avec les infos bonus de la semaine. Fin du mystère sur l'énergie débordante de Michel Drucker. Jeudi matin dans Le Parisien, l'animateur balance. Jeannie Longon lui fournit chaque semaine des petites pilules pour garder la pêche. Bon, pas de panique, l'animateur précise qu'il ne s'agit que de simples vitamines. L'honneur est sauf. TF1 à vendre, le retour de la rumeur. D'après la lettre de l'expansion de lundi, Martin Bouygues pourrait revendre TF1 pour prendre la tête d'Areva. Contacté, le groupe Bouygues dément fermement et parle même d'élucubration. Et pour finir, retenez bien ce minois, une fois. L'animatrice belge Maria Del Rio pourrait faire son apparition sur TF1 dans le futur Tourné-Manège version 2009. Après Caroline Vett de Seconde Chance, Julie Taton du Loto sur France 2, Sandrine Cormand bientôt sur M6 ou Virginie Efira sur Canal+, il faut croire qu'une filière de talents belges excite le PAF. Télénovela, c'est fini pour cette semaine et surtout, gardez les yeux ouverts. Menottes, fouille au corps, l'interpellation musclée d'un journaliste de Libération cette semaine a fait scandale, tout ça pour une affaire de diffamation. Alors le journalisme est-il vraiment en danger? Le climat politique a-t-il changé la donne? Laurent Geoffrin, le directeur de Libération, est avec nous sur le plateau de Plus Clair pour nous dire ce qu'il en pense. Laurent Geoffrin, bonjour. Bonjour. Toute la semaine, l'affaire Vittorio de Filippi, ça fait grand bruit, indignation médiatique, branle-bas de combat politique. Même Nicolas Sarkozy s'en est mêlé assez rapidement. Résumé des faits en images avec Laetitia Krupa. La stupeur et l'indignation après l'interpellation musclée, pour le moins, d'un ancien du journal Libération, l'ex-directeur de la publication Vittorio De Filippis. Celui-ci faisait l'objet d'une plainte en diffamation. Les faits se sont déroulés vendredi dernier, à l'aube, chez lui. Vittorio De Filippis dit avoir été menotté et insulté. Mais jamais, jusqu'à ce jour, la justice n'avait utilisé de tels moyens. Dès samedi soir, l'interpellation du journaliste de Libération a fait le tour des JT. Très vite, c'est devenu dans les médias l'affaire de la semaine. Vittorio De Filippis s'attendait à une telle exposition. J'ai moi la chance d'être journaliste et j'ai la chance de pouvoir donner un certain écho, une certaine amplification à cette affaire-là. Il y a des centaines, peut-être des dizaines, des centaines de personnes en situation dite irrégulière qui tous les jours vivent ce type de choses de manière sans doute encore plus humiliante que je l'ai moi vécu. Mais Vittorio De Filippis va aussi plus loin et se demande si son interpellation n'est pas un signal pour l'ensemble des journalistes. Forcément, le fait de procéder comme ça à l'encontre de notre métier, ça nous pose tous, de manière très collective, un certain nombre de questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Ce sentiment est partagé par la majorité des journalistes. Dans la presse, c'est une levée de bouclier générale. Lundi, Libération titre sur le flagrant délire.
Et au siège du journal, une AG s'improvise. Nous sommes autorisés à filmer les échanges. Ça ne serait pas arrivé il y a 10 ans, ça arrive aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut parfaitement demander des explications, y compris au plus haut niveau, à la chancellerie et au tribunal. Les journalistes décident d'organiser une manifestation vendredi devant le palais de justice. Laurent Geoffrin approuve. J'en pense que du bien, je suis pour. Simplement, je mets en garde contre l'effet involontaire et pervers de la chose si c'est vécu comme une réaction purement corporatiste. C'est dangereux. D'accord, il faut qu'elle soit élargie absolument à la société civile. Et la solidarité des confrères s'est déjà manifestée, on peut la redemander. Mais ils l'ont fait. Même Moujotte a fait un éditorial qui est impeccable. Donc, voilà. Dès lundi, le patron du Figaro s'est en effet fendu d'un édito pour dénoncer la procédure dont a été victime le journaliste de Libération. Il y a eu ces derniers temps un certain nombre de faits préoccupants, saisis dans un certain nombre de journaux, au Canard enchaîné, au Point, dans d'autres quotidiens ou hebdomadaires, et donc il est nécessaire de redire que la liberté de l'information, elle est intangible, elle est une liberté absolue, fondamentale, essentielle pour la démocratie. Et là, c'est un coup de canif extrêmement grave qu'il faut dénoncer. Parce qu'elle concerne un journaliste, la polémique ultra médiatisée a joué un rôle de catalyseur cette semaine. Nicolas Sarkozy a demandé une réforme de la procédure pénale. Hier, devant le palais de justice, la manifestation a réuni une centaine de personnes. Vittorio De Filippis, lui, espère que la médiatisation de cette affaire ouvrira un débat sur les libertés publiques. Vendredi dernier, ce que j'ai vécu était quelque chose sans précédent. Donc voilà, on était peut-être dans l'escalade. On était dans un mouvement un peu ascendant, comme ça, où à chaque fois, on nous grignotait quelque chose, en tant que citoyen, en tant que journaliste, quelle que soit, j'allais dire, sa position sociale dans la société française. Et là, d'un seul coup, il y a peut-être un débat qui est en train de s'ouvrir et des questions qui se posent. C'est important qu'on essaye de décrypter et de voir politiquement aussi ce que ça veut dire. Est-ce que la juge a voulu se payer un journaliste? Je ne pense pas que la magistrate se soit dit c'est un journaliste, on va voir ce qu'on va voir. Elle a dû se dire j'ai envoyé 3 convocations. Les magistrats, certains d'entre eux, sont parfois désinvoltes avec les libertés publiques. Il faut bien le dire. C'est-à-dire que pour les besoins, soi-disant, de leur enquête ou de leur travail, ils emploient la force publique plus souvent qu'à son tour. Et c'est ça qui est en cause, c'est ça qui est critiquable. Et quand vous avez des gens qui viennent d'autres pays d'Europe et qui observent nos comportements policiers et judiciaires, ils sont souvent épouvantés en disant mais qu'est-ce que c'est que ce pays où qui est soi-disant la patrie des droits de l'homme, où les prévenus sont traités de cette manière. Vous ne parlez pas d'un complot contre la presse, c'est clair, mais vous parlez d'un climat. De quel climat exactement? Il y a 2 choses. Il y a un climat, effectivement il y a eu plusieurs affaires de presse. Par exemple le Canard enchaîné, des perquisitions au Point, etc. Les magistrats sont plus sévères avec la presse qu'ils ne l'ont été. Alors la presse commet des erreurs, je ne suis pas pour dire qu'il ne faut pas être sévère parfois, mais c'est plus fréquent. Et souvent c'est des choses nouvelles. Mais pourquoi? Qui est responsable de ce climat, de cette sévérité accrue? À l'égard de la presse, je pense que les magistrats ont fini par se dire mais pourquoi est-ce qu'on devrait ménager particulièrement ce secteur, il n'y a pas de raison, etc. Bon, alors qu'ils jouent un rôle quand même important dans l'expression du suffrage et dans le débat civique, et donc c'est pour ça qu'il y a des garanties particulières pour la presse. Est-ce que vous pensez que... Mais il y a un climat plus général qui est une politique, pour le coup, qui est menée depuis des années, à la fois par l'ancien ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, et le président de la République, Nicolas Sarkozy. Voilà, justement, vous parlez de Nicolas Sarkozy, qui est aujourd'hui président de la République. Est-ce que vous pensez très clairement qu'il a dit ou fait des choses qui aggravent ce climat, qui nourrissent ce climat dont vous parlez? En l'occurrence, sur ce point qui nous occupe, là, il est intervenu plutôt dans le bon sens, puisqu'il a dit « je comprends ». Voilà, cette semaine, il a désavoué Michel Alliot-Marie et Rachida Dati, qui avaient défendu et la juge et les policiers. D'ailleurs, il est intervenu plutôt dans le bon sens, je le répète. Cette semaine, les mots ont été assez forts après cette affaire Philippis. On a même entendu parler de chasse aux sorcières, de méthodes dignes du franquisme. Non. Est-ce que c'est ce qu'on a pu lire et entendre? Oui, est-ce qu'on n'a pas un peu exagéré pour le coup? Bien sûr, c'est forcé. Oui. C'est un peu outré. Il faut se méfier de l'effet pervers de la chose, parce que les journalistes, c'est vrai, ont un privilège, et quand il leur arrive quelque chose de grave, d'important, leur journal
peut en parler s'il le juge bon. Oui, c'est un écho. Donc ça donne un écho plus grand que si c'était un citoyen normal. Votre journal, Laurent Geoffrin, a accordé une large place à cette interpellation de Vittorio de Filippis. Vous avez fait 2 unes d'affilée cette semaine. Est-ce que vous n'en avez pas fait un peu trop? Nous, on n'a pas cherché à déclencher un maelstrom médiatique. On a fait une page. Vous sur n'en avez, 40, en clair, vous n'en page. avez pas plus parlé parce qu'il s'agit d'un journaliste? Vous en auriez autant parlé si c'était agi d'un citoyen lambda? Cette question qu'on nous pose, qu'on a posée 15 fois, à mon avis, n'est pas justifiée. C'est normal que je vous la pose. On n'arrête pas de prendre position de manière très virulente contre les atteintes à la liberté lecteurs vous publique. l'ont posé cette question et vous leur avez répondu dans la rubrique qui s'appelle Making of. Vous êtes justifié sur cette question. Oui, parce que quand on pose des questions, on répond, C'est une question qui est mais on revenue a la souvent. conscience très tranquille là-dessus. Encore une fois, ça fait des années, pour ne pas dire des décennies, que Libération se bat pour défendre. Souvent, on nous le reproche d'ailleurs. Si vous parlez à certains policiers, ils trouvent qu'on en fait trop dans ce domaine. Parlons de l'actualité du projet de loi sur l'audiovisuel public. Le président de France Télévisions sera désormais nommé directement par le président de la République. Est-ce qu'il s'agit selon vous d'une régression? C'est oui, de 30 ans. 40 ans peut-être. Le RTF? On dit, aujourd'hui, le système n'est pas satisfaisant parce que le président de France Télévisions est nommé par le CSA qui, comme chacun sait, enfin, on n'est pas censé le savoir, mais c'est le gouvernement qui dit ça. Comme chacun sait, le CSA est soumis à des influences politiques. Bon, d'accord. S'il y avait une bonne réforme à faire, c'était de rendre le CSA vraiment indépendant. À ce moment-là, on aurait eu un président plus indépendant qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est le contraire qu'on fait. Ça veut dire donc qu'on est contre l'indépendance du président de France Télévisions. C'est ça la vérité. C'est qu'on ne veut pas d'un type indépendant. Et une fois qu'il sera nommé directement par le président de la République, quel qu'il soit, et ça peut être un type très bien, mais il sera redevable. Et comme en plus il sera révocable par le même président de la République, il n'aura rien à refuser. Les prises de position aujourd'hui de Michel Boyan, le président du Alors, Michel Boyan, c'est un personnage qui est sympathique, mais qui me surprend. C'est un type qui est supposé être indépendant et qui applaudit au fait qu'on lui retire le principal signe de cette indépendance. A-t-il le choix? Donc on se croirait en Roumanie. Là. A-t-il le choix? Est-ce que vous pensez que... Oui, bien sûr qu'il a le choix. S'il était courageux, il protesterait. Il est censé diriger un organe indépendant, oui ou non? Est-ce que vous pensez, comme Jean-Marc Ayrault, le socialiste Jean-Marc Ayrault, qu'il doit démissionner? Qui, Boyan? Michel Boyan. Oui. De son poste. Il devrait aller en Chine, je sais pas, ou en Corée du Nord. En tout cas, la gauche fait tout aujourd'hui pour retarder l'adoption de ce texte sur la réforme de l'audiovisuel public. Le climat s'est même tendu mardi soir, très tard dans l'hémicycle. Je vous propose d'écouter cet échange extrêmement musclé entre Jean-François Copé et Noël Mamère. On regarde. Votre attitude est exactement dans la ligne de ce gouvernement et de ce président de la République qui veulent nous faire voter à marche forcée, sans discussion, sans débat, sur un article qui est l'article 5, qui est un des articles les plus importants, qui crée un lien consubstantiel de dépendance politique entre le président du service public et le pouvoir politique. Nous avons laissé faire, maintenant je voudrais moi aussi faire un rappel au règlement. Après tout, ça n'est pas le monopole de l'opposition. Je veux juste rendre attentif notre Assemblée sur un point. Nous ne devons être dupes de rien. Depuis le début, vous n'avez qu'une idée en tête, faire de l'obstruction. Est-ce de l'obstruction? Et si oui, l'opposition a-t-elle raison de faire obstruction? Sur le fond, elle a 100 fois raison, bien sûr. Oui. Il y a des points, on peut comprendre l'idée que le service public soit moins dépendant de l'audimat n'est pas une mauvaise idée. Mais les moyens choisis et surtout les garanties de financement qui sont à la clé sont insuffisants, donc il y a un problème. Un dernier mot. Et un dernier point. Allez-y. On a fait une réforme constitutionnelle il n'y a pas très longtemps qui visait à revaloriser les droits du Parlement. Et au premier incident où le Parlement s'oppose vraiment et il retarde une loi, on le contourne et on passe par un décret. C'est ce que faisait Bonaparte sous le Premier Empire, quand une assemblée lui faisait perdre du temps, il faisait un senatus consulte et on n'en parlait plus. C'est la même méthode. Merci beaucoup, en tout cas, Laurent Geoffrin, d'avoir répondu à nos questions sur le plateau de Plus Clair. À suivre, après la pub et le zapping de la semaine, vous retrouverez notre envoyé très spécial, le Média Planète, et puis bien sûr notre invité, le journaliste Éric Zemmour, le spécialiste du clash sur le plateau de Laurent Ruquier. Alors en fait-il trop? C'est dans un instant, à tout de suite. Deuxième partie de Plus Clair. Dans un instant, le chroniqueur provoque de l'émission de Laurent Ruquier, Éric Zemmour, mais tout de suite, comme promis, le zapping. Toute une histoire, c'est tous les jours sur France 2 après le déjeuner et ça cartonne, témoignages, larmes, émotions. Jean-Luc Delarue s'inspire de recettes très américaines. Critique TV, c'est parti. Attention, ça peut faire mal.
bonjour à tous. Toute une histoire, la quotidienne de Jean-Luc Delarue, c'est d'abord des invités qui pleurent, qui doutent, qui souffrent, et qui sont là pour parler de leurs états d'âme. Je me suis rendu compte qu'il avait une liaison avec ma meilleure amie. C'est surtout un animateur, le pape du talk show à la française, Jean-Luc Delarue. Et vous, connaissez-vous vraiment les personnes que vous aimez? Dans toute une histoire, Jean-Luc Delarue est un petit peu plus dans l'intime que dans, justement, ça se discute, où il a cette distance avec le bloc-notes, pratiquement la blouse chirurgicale. Ses invités sont vraiment sa proie. D'accord. Parlez de ce bébé qui est arrivé. Et on sent que plus elles sont décomposées, plus il en tire profit, plus il les dévore. Pendant combien de temps, Sébastien? C'est probablement celui dans la télévision française qui se sert le plus du silence. Des mensonges qui se sont accumulés. Il fixe les gens au fond des yeux et comme si finalement il était presque touché dans sa chair. J'ai pas de nouvelles depuis. Eh ben dis donc, quelle chose étonnante que la vie quand même. Comme si l'histoire que ses invités lui racontaient était aussi sa propre histoire. Et d'une certaine manière, toute une histoire, c'est toute mon histoire. Et Chantal. Chantal, c'est... L'enfant de la meilleure amie. On ne peut pas s'empêcher de penser aux émissions américaines, notamment au talk show d'Oprah Winfrey, qui est le plus célèbre au monde. On y retrouve un générique quasi identique où on suit une caméra qui se faufile dans la ville jusqu'au lieu de diffusion. On y retrouve les mêmes éléments de décor, des fauteuils blancs, du parquet au sol. On retrouve la même propension à être proche de ses invités, tout en étant extrêmement dans une sorte de pathos, dans l'empathie, dans l'écoute. Il y a aussi une autre émission aux États-Unis qui est très connue derrière celle d'Oprah Winfrey, qui est celle du Dr Phil, qui est grosso modo un psychologue qui essaye de dénouer des situations de crise, notamment à l'intérieur de la famille. Là où le Dr Phil aux États-Unis va au cœur de la famille pour agir, Jean-Luc Delarue, lui, se sert de la parole pour faire du bien aux gens. En France, on est juste dans le témoignage et on prend des pincettes et on n'insiste pas trop quand la plaie est trop ouverte. C'est pas le cas des Américains. Eux, ils plongent dedans. Have you bit her? Have you hit her with a belt? On va parler moins de sentiments, mais plus de calcul. Parce que parfois, c'est du calcul, Geneviève. Toute une histoire réalise à peu près 20% d'audience sur la ménagère. Elle est destinée à faire de la publicité et d'ailleurs, elle est rentable. Mais un détail a semé le doute. Depuis le début de la saison, elle a subi une certaine baisse. La TNT, en fait, lui vole des téléspectatrices. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant des Feux de l'amour concurrents sur TF1. Comment faire du soft avec du trash? Confidence pour confidence. Allô Jean-Luc Bobo. L'amour rend aveugle et qui a envie de voir? Merci, à demain. Thank you. Voilà, Critique TV, c'est réalisé par Jean-Thomas Roux. Et ailleurs, la télé américaine réinvente Fort Boyard, version maison hantée, avec un maximum d'effets spéciaux. C'est dans Mediaplanète avec Christophe Beaugrand. Rendez-vous préparé par Adrien Roard. Bienvenue dans Mediaplanète, toute l'actu internationale des médias en moins de 6 minutes. Décidément les filles, je vous fais hurler toutes les semaines, oui c'est plus fort que moi. Allez, c'est parti. Et on commence avec l'anniversaire de la semaine, celui de la chaîne météo canadienne The Weather Channel, Météo Média, dans sa version francophone. Bienvenue. Aujourd'hui, évidemment, tout plein de détails concernant la neige, à venir encore demain. Mais pour l'instant, de beaux reportages pour vous sur les ondes de Météo Média. Météo Média fête ses 20 ans, il faut le savoir, au Canada, cette petite chaîne thématique est devenue un phénomène d'audience. 8 Canadiens sur 10 la regardent au moins une fois par jour. Du coup, nous sommes allés voir une icône météorologique française, Mademoiselle Catherine Laborde. Bonjour Catherine. Bonjour Christophe. Alors, à votre avis, pourquoi une telle passion des téléspectateurs pour la météo? Pourquoi est-ce qu'il y a une chaîne météo qui est autant regardée au Québec? C'est parce que tout simplement, quand il se met à neiger, on peut plus sortir en voiture. Et il va pas tomber 2 cm de neige comme il peut tomber à Paris une fois tous les 5 ans. Il va tomber des mètres de neige. Et ça change complètement les habitudes du quotidien. Et voici le top 3 de nos présentateurs météo préférés. En numéro 3, la météo de Maite Caranco. Cette présentatrice nous vient du Mexique et elle est très caliente. Plus court pour le short, c'est difficile quand même. Por la tarde, un cielo con muy escasa nubosidad, alcanzando 30 grados como máxima y como mínima 16. En numéro 2, moins sexy mais très sympa, cette présentatrice météo allemande prise d'un méchant fou rire. So, und zieht jetzt in Richtung Westalb.
Et notre numéro 1, c'est ce présentateur américain sur une chaîne new-yorkaise. Regardez. Yeah, he said it was going to be cold for tomorrow. Then you're going to go outside tomorrow, you're going to say, holy expletive, expletive, expletive. He didn't say it was going to be this cold. I'm telling you, it'll feel like it's sub-zero. Et je peux vous le dire, il mouille sa chemise. La campagne américaine a fait d'elle une star. Souvenez-vous, Tina Fey, c'est cette comédienne qui a imité Sarah Palin tout au long de la course à la Maison-Blanche. Eh bien, consécration ultime, elle se retrouve cette semaine en une du prestigieux magazine Vanity Fair et shootée par The Star de la photo, Annie Leibovitz. Au passage, dans l'article, Tina Fey nous apprend des trucs passionnants sur elle, du genre une femme a toujours besoin d'une pince à épiler, ses parents étaient républicains et elle n'aime pas ses pieds. Et notre revue de presse continue cette semaine avec le nouveau People, le magazine People justement numéro 1 aux États-Unis, qui nous propose un top des hommes les plus sexy du monde. Brad Pitt, George Clooney, Daniel Craig, bon c'est un peu toujours les mêmes. Sauf qu'il y a une nouveauté incroyable. Vous pouvez sentir leur odeur préférée. Il suffit de gratter dans les pages intérieures. Par exemple, Chase Crawford de la série Gossip Girl. Eh bien, il adore l'odeur du gazon fraîchement coupé. Bien. Et puis Chris Meloni, le héros de New York Unité Spéciale, qui est très branché odeur de serviettes de plage et de crème solaire. La série s'appelle L'Invasion, elle vient tout juste d'être primée aux Emmy Awards internationaux dans la catégorie meilleure telenovela. Et pourtant, cette série n'est quasiment pas diffusée à la télévision. Et oui, il s'agit d'un feuilleton télé-jordanien qui raconte des histoires d'amour, de passion et de trahison sur fond de conflits israélo-palestiniens. Et c'est là que le problème se pose. Les pays du Moyen-Orient ont peur que la série ne plaise pas au public, car elle parle de pardon, d'amour entre juifs et arabes. Alors nous sommes allés voir Jian Safar, une spécialiste du Moyen-Orient. Pourquoi cette série est boycottée par la plupart des médias arabes ? Cette histoire d'amour interdite, même parfois impure, avec donc cette Israélienne et ce Palestinien, je pense que réellement c'est l'histoire d'amour qui gêne. Il ne s'agit pas de boycott de la part des médias arabes. Je pense que c'est vraiment une autocensure de l'ordre du psychique. Il y a une impossibilité quand même de concevoir ou de percevoir cette relation possible dans un tel contexte. Et du coup, cet Emmy Award pourrait bien leur donner un coup de pouce. On vous tiendra au courant si une chaîne finit par l'acheter. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour gagner de l'argent ? Aux États-Unis, les candidats de ce nouveau jeu télé Estate of Panic sont prêts à tout. Regardez. Tonight, these 7 people have traveled halfway around the world in search of these riches. They have no idea what shocking surprises await them. Il s'agit d'une maison de l'horreur dans laquelle une brochette de candidats se retrouve pour tenter de mettre la main sur un bon paquet de dollars. Mais pour ça, les épreuves sont toutes plus sadiques les unes que les autres. On vous enferme dans une cave qui se remplit d'eau. Vous vous retrouvez dans une pièce dont les murs se rapprochent dangereusement. Vous devez ramasser des billets dans un jardin empli de clôtures électriques. Oula. Moi, je ferais ça les doigts dans le nez. De toute façon, je n'ai peur de rien. C'est un des buzz internet de la semaine. L'ancien tennisman Björn Borg se lance dans les sites de rencontres. Regardez cette pub où l'on voit 2 curés qui se marient. Et oui, ils se seraient rencontrés grâce au site björnborg.com. And I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. Énorme buzz en Suède. Nous sommes en plein débat sur le mariage gay là-bas. Et sur le site, les connexions explosent. Our mission is to help. We bring you love for all. Alors on imagine qu'on va trouver l'amour, mais en fait vous vous êtes fait avoir tout comme nous. Ce site n'est pas du tout un site de rencontre, mais juste une campagne de pub pour la marque de sous-vêtements de Björn Borg. L'ancien champion devenu businessman a simplement utilisé ce subterfuge pour faire venir du monde sur son site de vente en ligne. Ah, il est fort ce Borg quand même. Allez, à la semaine prochaine dans Mediaplanète. Sa spécialité, la provoque. À la télé, Éric Zemmour enflamme les débats. Chez Laurent Ruquier, il tient sans complexe le rôle du réac de droite, comme il le dit lui-même.
Cette fois, il a peut-être dépassé les bornes dans un débat sur Arte, tollé chez les associations antiracistes. Éric Zemmour est aujourd'hui sur le plateau de Plus Clair pour s'expliquer. Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Plus Clair. On vous voit tous les samedis soirs dans On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier sur France 2. Vous êtes aussi journaliste politique au Figaro et polémiste dans Ça se dispute, c'est sur iTélé. On vous voit décidément beaucoup à la télé, c'est une passion? Ah, pas du tout. Non, moi j'ai une grande passion, c'est la littérature. Mais j'ai pas du tout une passion pour la télévision, c'est le hasard, la télévision. Pourtant, on vous y voit beaucoup. Mais oui, mais parce qu'en fait, le hasard, c'est que je suis allé défendre mes livres, puisque j'ai écrit des livres, et donc les gens de télé m'ont repéré à cette occasion. Et donc du coup, ils m'ont proposé des choses, et puis je me suis pris un peu au jeu. Vous aimez y aller en tout cas. Comment? Vous aimez y aller? Oui, ça me déplaît pas. Non, c'est amusant, ça m'amuse beaucoup. Non, ça m'amuse, et puis c'est un moyen de diffuser des idées de façon différente de l'écrit. Voilà, c'est tout. Le 13 novembre, vous avez même pris le temps de participer à l'émission Paris-Berlin, le débat. C'était sur Arte, débat consacré au métissage. Et là, vive polémique, vos propos sur les races humaines ont choqué. Les faits, les réactions en images avec Christelle Ploquin. Arte, jeudi 13 novembre, minuit moins le quart, sur le plateau de Paris-Berlin, une émission de débat franco-allemand. Pour parler du métissage, Isabelle Giordano recevait Rokhaya Diallo, présidente d'association, Vincent Cespedes, philosophe, Renan Demirkan, comédienne, et le journaliste Éric Zemmour. Éric Zemmour qui, très vite, s'attire les foudres des autres invités. Parce que pour vous, Rokhaya, les races n'existent pas, Que ça veut dire que ça n'existe pas. On voit bien que ça existe. Alors que vous me disiez... Comment on le voit? Enfin, je comprends pas ce que vous voyez. Tout bêtement. Et donc la couleur de peau, selon vous, fait que moi j'appartiens à une race différente de la vôtre. Mais évidemment. Non mais que vous redécouvriez, évidemment, j'appartiens à la race blanche, vous appartenez à la race noire. Pas de réaction côté presse écrite et association dans un premier temps, mais la blogosphère s'enflamme. Comment peut-on dire des conneries pareilles? Des propos scandaleux, un dérapage. Du coup, 3 jours après, SOS Racisme, suivi par d'autres associations, se déclare scandalisé. SOS Racisme a réagi en s'indignant des propos d'Éric Zemmour. La base du racisme, ça commence par distinguer des races humaines entre elles. Isabelle Giordano, qui animait le débat, regrette qu'on ait uniquement retenu cet extrait de l'émission. Pendant l'émission, je crois qu'on a tous écarquillé les yeux quand on a entendu le mot race. Pour répondre à cette objection, un Mélanésien, un Antillais, un Afro-Américain sont noirs. Et alors, c'est la même race? Bah oui. Ah oui, d'accord. Ils sont pourtant tous très différents. Ensuite, je crois qu'on a quand même vraiment passé la plupart de l'émission à le combattre, à essayer de sortir chacun des arguments, que ce soit des arguments politiques, historiques, philosophiques. À la direction d'Arte que nous avons contactée, on précise que la chaîne ne s'associe pas aux propos d'Éric Zemmour. La position d'Arte, c'est de dire qu'on a fait une très bonne émission, on a posé un débat, on a posé le débat, on a fait une émission d'actualité, on a essayé de débattre, on a essayé de s'écouter. La position d'Éric Zemmour, on la défend pas. Le conseil représentatif des associations noires, le CRAN, s'est dit prêt à porter plainte contre Éric Zemmour. À votre avis, Éric Zemmour, pourquoi on vous invite dans les débats télévisés, comme ceci par exemple? Faut leur demander. Ils ont beaucoup insisté, vous savez, pour m'inviter. Je voulais pas y aller parce que c'est, comme vous l'avez dit, j'en fais déjà suffisamment et ça a occupé mon vendredi soir parce que c'était enregistré à la mi-septembre, ce qui m'amusait pas du tout. Donc ils ont beaucoup insisté et c'est pour ça que ça m'amuse beaucoup le bal des faux culs après pour dire que ils ne m'approuvent pas et ils m'ont combattu tous. La présentatrice, je savais pas qu'elle devait combattre les invités, mais enfin ça c'est autre chose. Quand sur le plateau d'Arte vous dites « je suis blanc, vous êtes noir vous savez que ça va choquer? Mais non. Vous vous y attendez? Mais non, pas du tout. Je m'y attends pas du tout. Pour moi, c'est évident. C'est une jeune femme noire. Je suis de couleur blanche. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Je lui ai pas dit parce que vous êtes noir, vous êtes inférieur ou parce que j'ai jamais dit ça. Mais simplement ces mots-là sur un plateau de télévision, est-ce que c'est pas de la provocation? Mais c'est pas de la provocation. Arrêtons de penser que quand on brise les tabous mis par les maîtres du politiquement correct, on fait de la provocation. Simplement, on parle français. Le mot race est dans le dictionnaire. Dans ce cas-là, ces gens doivent faire une manifestation devant l'Académie française pour qu'elle supprime le mot race du dictionnaire. Je vous rappelle, je vous ai apporté que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 2, il est écrit « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe ». Donc ceux aussi sont des racistes. Dans la Constitution de la 5e République, dans le préambule, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez tout de même que vos propos puissent choquer, déclencher ce genre de réaction? Vous le comprenez? Non. Je pense que je choque pas. Je choque des professionnels du chocage.
C'est des gens qui sont des professionnels, qui sont rémunérés par des subventions publiques et qui cherchent à chaque fois des cibles et des victimes. Et qui demandent, c'est du macartisme de gauche. C'est tout. Mais ce sont des professionnels. Sur le net, il y a énormément de téléspectateurs lambda qui ont été choqués. Eux, ce ne sont pas des professionnels. Mais il y a du aussi chocage. beaucoup de téléspectateurs, vous savez, qui m'appuient, qui me soutiennent, qui m'envoient des mails, qui sur les blogs, etc. Il y a aussi des blogs en ma faveur. Choquer des sensibilités, c'est la vie. Moi, quand je regarde la télévision, ma sensibilité et la sensibilité de millions de gens est choquée en permanence par les discours bien pensants de tous ces gens. La question aujourd'hui qu'on se pose, c'est tout simplement, est-ce que la polémique aujourd'hui avec vous, Éric Zemmour, c'est devenu votre fonds de commerce à la télévision ? Écoutez-moi, je n'ai pas de fonds de commerce. Je ne fais pas de la provocation, je ne suis pas un provocateur. J'essaye simplement, d'abord, j'écris des articles, j'écris des livres, au départ c'est ça. Et j'essaye de défendre des idées. On vous a pas embauché pour ça sur le plateau de Laurent Ruquier ? Mais la polémique, c'est pas une insulte. C'est bien la polémique, ça permet aux gens d'avoir des visions contradictoires et de se faire une idée. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui est visé. Je pense que ces gens-là ne supportent pas. C'est qui ces gens-là ? Ces gens-là, les professionnels des associations qui ne représentent personne et qui s'auto-érigent en censeurs de qui doit dire et quels mots on doit employer. Mais on est en plein rêve. Vous avez trouvé un créneau, vous le dites vous-même, vous assumez le fait d'être réac de droite. Oui, c'est pas un créneau. J'assume d'être réac de droite, ce n'est pas un créneau. J'ai des convictions. J'ai le droit d'avoir des convictions. Quitte même à être récupéré par l'extrême droite qui a repris vos propos dans des publications, dans des sites internet, ça ne vous dérange pas ? Écoutez, je ne suis récupéré par personne, parce que je ne suis pas récupérable. Je pense librement, par moi-même, j'essaye de me faire des opinions par moi-même, par les livres que je lis, par les réflexions que je me fais. Mais vos propos, comme ils sont médiatiques, sont repris et représentatifs. Mais oui, ils sont repris par qui veut, je m'en moque complètement. Sur le plateau de Laurent Ruquier, vous allez en tout cas souvent au clash, comme par exemple avec Augustin Legrand, le fondateur des Enfants de Don Quichotte. Il venait parler de son film sur les sans-abri. C'était le 25 octobre et ça a dégénéré, regardez. 3,5 millions de mal logés. Mais... D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle un mal logé ? C'est quelqu'un qui estime qu'il est mal logé. En fait, il connaît absolument rien. Mais non, mais attendez. C'est un théâtre de marionnettes. On est au Trianon, on est à Pigalle en face. Il y a 10 minutes qui vont dehors. Et Zemmour, il fait un sketch. Moi, je m'en branle. Je suis pas là pour. Je m'en fous. Non, mais vous pouvez parler, évidemment, vous pouvez parler. Ce que je veux juste dire, cher monsieur, c'est qu'on est là à la télé. C'est un sketch un petit peu. Mais non, monsieur Zemmour, il s'amuse à passer sa famille. Ça aurait été intéressant de pouvoir discuter avec Nolo ou avec Ruquier. Mais finalement, le problème, c'est qu'on a un mec comme Zemmour qui fait exprès qu'il n'y ait pas de débat, qui fait exprès qu'il n'y ait pas d'argumentaire, et qui fait exprès aussi d'aller titiller. On sent qu'il y a une recherche du clash, il y a une recherche de la télé-poubelle, il y a une recherche de, on va dire, des conneries en français, quoi. Il était venu pour me démolir. Donc, c'est lui qui cherchait le clash, c'est lui qui faisait de la télé-spectacle. Vous n'êtes pas un peu parano ? Je suis pas du tout parano. À vous démolir ? Je suis pas du tout parano. J'ai pas dit 3 mots ce soir-là. Regardez l'émission. Je n'ai pas dit 3 mots. En tout cas, après le fameux débat sur Arte, sur le métissage, certains se sont carrément posé la question de l'opportunité de votre présence sur les plateaux de télé. Je n'aurais pas demandé de m'inviter. La question que se posent nombre de journalistes, c'est Éric Zemmour est-il utile à la télé ? On leur a posé la question, écoutez la réponse. Les journalistes pensent en meute, pensent en mouton plus exactement. Donc des personnages qui prennent en contre-pied, et il en faut, et Dieu merci, ils apportent, en plus celui-là, il apporte un peu de culture. Le côté délicat, c'est qu'il se caricature. Donc il lui arrive de se caricaturer lui-même, au fond d'être bouffé par la télé, alors que c'est un homme de plume, et qu'il devrait finir à l'Académie française, et il risque d'être happé par les grosses têtes. Moi, ce que j'attends de voir, c'est si Éric Zemmour va être frappé de la même sanction médiatique qui a frappé, par exemple, Bigard. Est-ce qu'il y a des endroits où on ne va plus l'inviter ? Bigard, par exemple, n'est plus invité à Europe 1 depuis qu'il a dit ce qu'il a dit sur les événements du 11 septembre. Voilà, qui était, comme Zemmour d'ailleurs, un grand n'importe quoi. J'attends de voir s'il va y avoir une réaction similaire du système médiatique. Si elle n'intervient pas, je me dirais, tiens, il y a 2 poids, 2 mesures. Qui c'est Bruno Roger-Petit ? Vous savez, vous ? C'est un journaliste. Non, mais de quel droit ? Journaliste au poste.fr. Non, mais attendez, de quel droit, lui, il va décider qui passe à la télé et qui passe pas à la télé ? De penser ce qu'il pense. Mais de quel droit il va demander, lui, des sanctions ? Mais qui il exprime une opinion. Mais oui, il exprime une opinion. Mais qui il est ? Est-ce que je demande des sanctions contre lui, moi ? Non, mais vous pouvez lui répondre. Non, mais moi, je vais lui répondre de quel droit il dit que c'est n'importe quoi, ce que je dis ?
De quel droit? Il se gâche un peu, dit de vous, Nicolas Domnac. Est-ce qu'il a raison? Écoutez, je vais vous dire, peut-être qu'il a raison, j'en sais rien. Ce que je pense, c'est que j'arrêterai la télé quand je ne pourrai plus écrire. Moi, ce que j'aime, c'est écrire. Donc j'écris, je continue, j'ai encore publié un livre cette année, je travaille sur un autre. C'est ça qui est vraiment le moteur de mon existence. Merci en tout cas Éric Zemmour d'être venu vous expliquer, répondre à nos questions sur le plateau de Plus Clair. Mardi, présentation des nouveaux programmes à la conférence de presse de France Télévisions, spécial Noël, mais bon, c'est pas vraiment la fête. Réaction à chaud du PDG Patrick de Carolis et ses vœux au micro de notre envoyé très spécial Raphaël Bayot. L'envoyé très spécial est attendu d'urgence. À France Télévisions, documentaires, films, jeux, mardi, le groupe présentait ses programmes de Noël et de début janvier. Bonjour. 9h30, j'arrive au petit déjeuner de bienvenue. Et même si France Télé doit faire des économies, il était pas mal du tout le buffet. Il y a combien de litres de café, à peu près, qui ont été faits ce matin? Ce matin, il y a eu au moins une quinzaine de litres. Sinon, il y avait aussi 80 pains au chocolat et 200 petits fours avec de la neige dessus. Tout ça pour une centaine d'invités. Mais ce que je veux surtout me mettre sous la dent, c'est de l'info. La bonne vieille tactique du journaliste dans une conférence, c'est d'en engranger un maximum avant et après les discours. Tiens, voilà Paul Naon, directeur de l'info sur France 3. Quoi de neuf alors? Qu'est-ce que vous allez annoncer pour France 3? Le président qui parle. Vous avez aussi le droit de parler. Le président n'a pas parlé, on ne parle pas. Bon ok, cela dit c'est compliqué en ce moment pour France Télévisions. Du coup j'ai une autre question dans ma hotte, un peu facile. Est-ce que pour Noël, puisqu'on va parler des grilles de Noël et de janvier, France Télévisions, ça sent le sapin ou France Télévisions a les boules? Je sais c'est idiot, mais je suis obligée de vous poser cette question. D'accord, c'est un peu idiot, mais on n'a pas ni les boules, ça sent pas le sapin, au contraire on est en pleine forme. Est-ce que ça sent le sapin? Pardon. Il y a des guirlandes et des lumières pour Noël à France Télévisions. Et dans mon élan, j'ai même posé la question au numéro 2 de France Télé. Est-ce que pour Noël, France Télévisions va avoir les boules et est-ce que ça sent le sapin? Pardon. Oui, c'est pas de votre niveau, hein. Franchement, j'attends mieux de vous. Hein. Oui, bon c'est vrai, j'avoue que là... allez, 10h, direction la salle de projection pour écouter la conférence. Bien, bonjour, pardon pour ce léger retard. Mais non, c'est pas grave. Alors, pour résumer, on a d'abord vu des extraits des grilles de Noël. Il y aura par exemple le réveillon de Patrick Sébastien sur France 2. On va vous remplir de bonheur. Ou bien ce documentaire sur Michel Drucker sur France 3. De l'âge de 7 ans à 17 ans, je n'ai rien appris, rien retenu, je me suis intéressé à rien. Mais surtout, on a parlé de la fin de la pub après 20h en janvier. Première révélation, ces images. La semaine prochaine, cette campagne expliquera aux Français le début des prime time à 20h35. À part ça, sur France 3, Plus belle la vie sera bien avancée à 20h10. Je trouve pas ça juste un tout petit peu excitant, non? Et sur France 2, Exit, une surprise peut en cacher une autre. Il y a peut-être un langage de vérité aussi à dire, il y a des concepts qui sont pas bons, il y a des émissions qui sont pas bonnes. Ah ça fait bien mal. Bon, j'ai bien tenté de savoir ce qui remplacera la surprise pendant la séance de questions, mais en vain. Raphaël Bayot de Plus Clair de Canal+. Que va-t-il exactement se passer sur France 2 entre 18h et 20h? Donc à partir du 19 janvier, du lundi 19 janvier, il y aura un nouveau pré-access. On n'a pas envie de donner nos idées aux concurrents et c'est une décision qui sera rendue publique dans les grilles fin décembre. Évidemment, à la fin de la conférence, j'ai couru voir Patrick de Carolis pour essayer d'en savoir plus. Il parlait déjà avec une consoeur, mais il m'a reconnu. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous m'avez manqué. Ah, ben vous aussi. Il paraît que c'est toujours après les conférences qu'on a les infos, c'est vrai, donc on va vous poursuivre un petit peu. Depuis la rentrée, on commence à bien se connaître, Patrick de Carolis et moi. Mais je le sens bien, c'est pas aujourd'hui qui me donnera des infos sur la nouvelle émission de 18h sur France 2. Cela dit, j'en ai pas fini avec le président. Qu'est-ce que vous allez demander comme cadeau de Noël, vous, en tant que président de France Télévisions? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans vos bottes, sous le sapin? De France Télévisions? Oui. Qu'est-ce que vous voulez pour France Télévisions pour Noël? Vous êtes vraiment très bonne, hein. Juste un petit cadeau du Père Noël, ce serait quoi? Du bonheur pour tous les collaborateurs. Voilà. Donc ce serait excessif de dire... Une question. Donc, une dernière. Bon. Donc ça ne... Pour Noël... Elle avance. Comme donc ça. pour Noël, ça ne sent pas le sapin. Bravo. C'est ça? Vous êtes d'accord avec moi? Sans le chêne. Et vous savez, les chaînes qu'on abat sont rares. Hein. Ah, sacré président, les chaînes de télévision qu'on abat sont rares. Allez, un petit four et puis s'en va. Et bien sûr, résumons-nous sur 4 dirigeants du service public interrogés. 4 se sont dit confiants pour l'avenir. Joyeux Noël, France Télévisions. Ce qui est in, ce qui est out cette semaine à la télévision, c'est dans le cahier de tendance de Mathieu Drouin. Et on
commence ce cahier de tendance avec des lustres, mais alors très très chic les lustres. Et après on nous dit que c'est la crise. Ça faisait déjà des lustres qu'on les avait aperçus dans Salut les Terriens sur Canal+. Mais alors attention les yeux, la lustre attitude débarque en force sur la TNT. On va regarder à quoi ça ressemble tout de suite. Exactement Thierry. Ça commence dans Amnésia, présenté par Frédéric Joly sur Énergie 12, avec une petite touche discrète mais efficace à laquelle on ne peut dire que... bravo. Oh ça va. Dans VIP Club sur Demain TV Île-de-France, si ça existe, on le met déjà plus en évidence. Et on joue la carte de l'originalité dans Heureux Élus, avec carrément des lustres rouges cette fois-ci. Et en plus il y en a pour tout le monde. Bon, le top étant quand même W9 et son émission Prête à tout pour plaire, qui effectivement était prête à tout pour plaire avec son lustre d'au moins 230 000 carats. Alors ok, le lustre c'est grave tendance mais pas forcément partout. Bon là c'est carrément pas pratique, là non plus ça va pas le faire. Et là on est carrément hors sujet. Bon allez, next. On connaissait le air guitar qui consiste à jouer de la guitare sans guitare. Voilà que cette semaine la top tendance est au air gaming. Eh ouais. L'idée du air gaming c'est par exemple jouer au bowling sans boule, bien sûr, de l'escrime sans fleuret, très bien, du rugby sans ballon, normal quoi, ou sauter en parachute sans pas... Ah non, ça marche pas. Bon bref, ça sert à rien mais ça commence à faire un sérieux buzz sur le net. Et à la télé, il y en a déjà qui sont tendance sans le savoir. Jean-Luc Petit-Renaud fait du air cheval sur France 5. À l'Assemblée nationale, on donne parfois dans le air Pinocchio. Christophe de Chavannes, lui, nous fait du air plongé. Et figurez-vous qu'hier, on a même fait faire de la air présentation d'émissions à Christophe Ondelat. Non mais franchement... Le out de la semaine, il est pour toutes ces émissions de la TNT qui nous proposaient d'assister à des défis un peu limites. Sur la chaîne Gulli, l'idée c'était de confectionner le plus grand taco du monde, 15 mètres de long. Ouais faut aimer. Sur Cap 24, le défi c'était d'arriver à chanter une chanson secouée dans une 2 chevaux. Ah ouais, ça doit être très très dur ça. Et sur IDF1, pour Jackie, de passer un coup de fil à notre président. Il ne m'a jamais répondu. À la présidence de la République, bonjour, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur IDF1. En direct absolu, waouh. Je parle à Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît. Ça va pas être possible, monsieur. Pourquoi ça va être possible? Non, parce que tous les soirs vous appelez et tous les soirs on vous répond la même chose. Tu m'étonnes, recevoir tous les soirs un coup de fil de Jackie au bout d'un moment. Mais il fallait sortir de la TNT pour voir le défi de la semaine. C'était dimanche soir au JT de France 2, avec cet envoyé spécial qui avait 13 secondes pour faire son lancement, sinon il se faisait écraser. Oula, c'est pas passé loin. Bon allez, à la semaine prochaine. Voilà, plus clair, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission sur canalplus.fr. Rendez-vous même endroit, même heure, samedi prochain. C'est en clair et c'est à 12h45. Bon week-end, bye bye.